Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Salut à tous et à toutes, et bienvenue à Retour à l'écran pour un épisode express centré sur un film qui mixe les fêtes d'Halloween et de Noël. C'est moi, Mick, qui conduit aujourd'hui cette exploration cinématographique car nos projecteurs se braquent sur un chef-d'œuvre de l'étrange et du merveilleux. Un long métrage d'animation musicale hors norme, en stop motion, qui fusionne l'horreur et la magie de manière inédite. Un succès modeste à l'époque de sa sortie mais qui s'est imposé au fil des années comme un classique incontournable et intergénérationnel. Même s'il est imaginé par l'esprit unique de Tim Burton, alors à son summum, c'est également un film que l'on doit à d'autres artistes en pleine possession de leurs moyens. En particulier le génial Henry Selick, qui en est le réalisateur, et bien sûr l'immense Danny Elfman qui se charge de la bande originale et prête même sa voix au personnage principal durant les chansons. Je veux bien entendu parler de The Nightmare Before Christmas, traduit chez nous par L'étrange Noël de Monsieur Jack, et qui sort en France le 7 décembre 1994, soit 2 semaines après celle du Roi Lion, produit par le même studio, aux oreilles de Mickey. Jack Skellington, le roi des citrouilles, dirige la ville de Halloween Town et il est fatigué de la monotonie de la célébration d'Halloween. Un jour, Jack découvre par hasard la ville de Christmas Town. Émerveillé par l'esprit de Noël, Jack décide de prendre le contrôle de la célébration et de mettre sa propre touche effrayante à la fête. Sally, une fille de chiffon secrètement amoureuse de Jack et créée par le docteur Finkelstein, tente de le dissuader de mettre son plan à exécution. Mais Jack reste sourd aux remarques de Sally et découvre vite que son interprétation unique de Noël n'est pas appréciée par tout le monde. Pendant ce temps, le Père Noël est kidnappé, ce qui provoque un chaos encore plus grand. Jack se rend compte de son erreur et tente de sauver Noël en affrontant les conséquences de ses actions et une créature effrayante, Oogie Boogie. Walt Disney Pictures présente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en pays inconnu. Terrible épouvantail! L'étrange Noël de Monsieur Jack. Fantastique! Le projet Nightmare Before Christmas prend ses racines dans l'enfance de Tim Burton. Né à la fin des années 50, c'est un enfant introverti qui aime dessiner et aller au cinéma. Il vit à Burbank, une ville californienne au nord de Los Angeles. Tim Burton est envoûté par Vincent Price, un comédien célèbre pour ses films d'épouvante, notamment les adaptations du poète américain Edgar Allan Poe. Des séries B réalisées par Roger Corman comme La chute de la maison Usher, Le Corbeau ou encore Le masque de la mort rouge. C'est de là que provient une grande partie de sa passion pour le gothique et le macabre. Pas étonnant d'ailleurs qu'il préfère alors les fêtes d'Halloween à celles de Noël. Et il lui arrive même de remplacer les décorations rouges et vertes du sapin de Noël par celles d'Halloween aux tons plus orangés et brunes. Quand on grandit à Burbank, on veut saisir l'atmosphère des saisons, car on n'en a pas vraiment en Caroline du Sud. On sait que c'est une nouvelle saison seulement en rentrant dans un magasin et en voyant les décorations de Halloween ou les décorations de Noël. Et c'est là qu'on sent les fêtes et les saisons. Parce que le climat, lui, n'indique absolument rien. Comme beaucoup d'enfants de sa génération, la télévision a été pour lui une sorte de baby-sitter pendant l'absence de ses parents. Il prolonge ainsi sa cinéphilie du macabre en découvrant les films de la Hammer, King Kong, L'étrange créature du lac noir, Frankenstein, et pour Tim Burton qui n'aime pas lire, ses histoires de monstres sont ses contes de fées à lui. Enfin, il dévore quand même les récits d'Edgar Allan Poe et aussi ceux du Dr Seuss. Dr Seuss, c'est l'auteur américain pour enfants du chat chapeauté, du Lorax et d'un certain How the Grinch Stole Christmas, comment le Grinch a volé Noël. Dans ce récit, The Grinch, le Grincheux, c'est une créature verte et recouverte de poils qui est bien décidé à gâcher la grande fête de Noël à Chouville depuis qu'il a été forcé à l'exil. Tim Burton adore cette histoire, mais aussi son adaptation en animation cartoonesque de Chuck Jones, le papa de Bugs Bunny et Daffy Duck, diffusé à la télévision pendant les fêtes de Noël 1966. Et inutile de dire que le Grinch et cette adaptation en particulier sont clairement des références assumées de Tim Burton pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. À la même époque,
Burton découvre également une autre adaptation à la télévision, celle de Rudolph, le renne au nez rouge. C'est un joli petit film de 50 minutes en animation stop motion, c'est-à-dire un film qui emploie des marionnettes qui sont animées image par image et donnent l'illusion du mouvement. Dans ce conte, Rudolph, c'est un des rennes du Père Noël qu'il guide durant sa distribution de cadeaux grâce à son nez rouge très lumineux. Un détail qu'on retrouvera sur le nez de Zero, le chien de Jack Skellington. Et du même studio, un autre film en stop motion séduit le petit Tim Burton. Mad Monster Party! Starring Boris Karloff and, in order of their appearance, Dracula. Frankenstein! Mad Monster Party, c'est une comédie musicale d'animation pour le cinéma qui réunit pendant 95 minutes les marionnettes à l'effigie des monstres classiques en noir et blanc de la Universal, comme Dracula, la créature de Frankenstein, le loup-garou, et avec notamment la voix de Boris Karloff. Vous l'avez compris, toutes ces références sont rassemblées dans l'esprit du jeune Tim Burton, mais le déclic qui conduira à l'étrange Noël de Monsieur Jack ne se fera qu'au début des années 80. À la fin des années 70, Tim Burton vient de terminer ses études à la California Institute of the Arts, une université privée qui essaye de former des animateurs pour le studio Disney. Et quelques futurs grands noms de la spécialité y feront leur classe comme John Lasseter, Brad Bird et Henry Selick, dont on va bientôt parler. En 1979, Tim Burton s'attelle à son court-métrage d'animation de fin d'année, L'attaque du céleri monstrueux. Un hommage aux séries B des années 50 qu'il affectionne et qui permet à Tim Burton d'être embauché par les studios Disney qui se trouvent dans sa ville natale à Burbank. Et il est alors réquisitionné pour travailler comme animateur sur le long-métrage d'animation Rox et Rookie. Rox et Rookie, deux petits amis, petits bébés chiens, renard orphelin. Et c'est sur ce projet que Tim Burton rencontre Henry Selick, à peine plus âgé que lui, qui a fait la même école et qui vient de travailler comme animateur sur Le Petit Âne de Bethléem et Peter Elliot le Dragon. Pour les deux jeunes hommes, ce n'est pas une sinécure, surtout pour Tim Burton qui déteste d'ailleurs proprement ce travail répétitif et très éloigné de son univers. Il faut dire d'ailleurs que Disney est à ce moment-là dans une période peu propice à l'innovation et préférant recycler à l'envi les recettes éprouvées par le passé. Et Burton n'arrive justement pas à imiter ce style Disney. Et il peine également à travailler sur les yeux des personnages. Par la suite, toujours chez Disney, Burton devient artiste concepteur, c'est-à-dire qu'il propose des croquis de personnages, d'objets et d'instantanés de séquences. Il travaille alors sur le projet Taram et le chaudron magique. Et bien que ce film soit déjà beaucoup plus proche de son univers, malheureusement, aucun travail de Burton n'est conservé. Bref, ce n'est pas la joie, et ça dure 3 longues années. Nous sommes en 1982. Tim Burton a 24 ans, il est épuisé. Et pour canaliser son mal-être, il écrit des pitchs, des poèmes et des livres pour enfants. Comme par exemple Vincent, l'histoire d'un gamin qui se prend pour Vincent Price, l'idole de Tim Burton. Il en parle à Julie Hickson et Thomas Wilhite, des responsables de développement créatif chez Disney. Hickson et Wilhite voient bien que Tim Burton frôle le burn-out, mais ils sont aussi conscients du potentiel du jeune animateur. Alors ils lui proposent $60,000 afin de réaliser Vincent pour Disney. Un court-métrage en stop-motion de moins de 6 minutes, en noir et blanc, dans un style qui évoque l'expressionnisme allemand des années 1920. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Vincent, le court-métrage est conçu en 2 mois avec l'aide de l'animateur et sculpteur Rick Heinrichs, lui aussi diplômé de la California Institute of the Arts. Heinrichs combine les casquettes de producteur, sculpteur et responsable de certains designs de ce court-métrage. Et il va devenir un collaborateur attitré de Tim Burton. Une fois terminé, Vincent remporte quelques prix en festival, notamment à celui d'Annecy. Le court-métrage doit également accompagner la sortie d'un long-métrage Disney en salle, mais il est écarté en raison de sa noirceur. Et un soir de l'automne 1983, Tim Burton rentre chez lui. Je regardais des gens changer une vitrine et ils remplaçaient les décorations de Halloween par celles de Noël. Et ça m'a fait penser à une histoire.
L'univers macabre de la fête des morts se télescope avec celui angélique de la fête de la natalité. Tim Burton se met alors à dessiner des personnages et écrit également un poème de 3 pages. Il mixe toutes ses références, le Grinch, le petit renne au nez rouge, Mad Monster Party, le cinéma gothique de Corman et de la Universal, et il lui donne un titre, Nightmare Before Christmas, un jeu de mots qui évoque le poème de The Night Before Christmas, un des textes fondateurs de la mythologie du Père Noël datant de 1823 et qu'on attribue à Clement Clarke Moore. Le poème de Tim Burton contient déjà toute la trame générale du film terminé que l'on connaît, mais centré uniquement autour du personnage de Jack Skellington. On reste dans les références puisque le prénom de Jack vient du célèbre lampion d'Halloween, Jack O'Lantern, et le nom de famille Skellington évoque le squelette, skeleton en anglais. C'est un personnage qui doit autant à Vincent Price qu'à Don Quichotte, et évidemment c'est un double de Tim Burton à l'écran. Le chien Zéro et le Père Noël sont déjà dans ce premier poème, mais il n'y a pas encore Sally, ni Oogie Boogie, ni le Dr Finkelstein. Et on écoute un extrait de ce poème lu par le comédien Christopher Lee à la fin des années 2000 et réalisé pour les bonus du Blu-ray de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Jack didn't know it, but he'd fallen down in the middle of a place called Christmas Town. Immersed in the light, Jack was no longer haunted. He had finally found the feeling he wanted. And so that his friends wouldn't think him a liar, he took the present-filled stockings that hung by the fire. He took candy and toys that were stacked on the shelves and a picture of Santa with all of his elves. Tim Burton essaye de convaincre Disney avec ce projet. Il réalise des croquis pour une adaptation cinéma et le sculpteur Rick Hendricks, devenu son ami depuis le court-métrage Vincent, est très emballé et réalise des versions en volume de Jack Skellington et du chien Zéro. Devant la qualité des sculptures, Henry Selick encourage ses 2 camarades à persévérer. Mais Disney trouve que le projet et le style de Burton sont bien trop sombres. À un moment donné, ils envisagent d'en faire une émission spéciale, un dessin animé classique plutôt qu'un long métrage, mais Burton se ravise, surtout qu'il sent qu'il n'arrive à convaincre personne, ni chez Disney, ni ailleurs. Dépité, il range alors le projet Nightmare Before Christmas dans un tiroir. En 1984, Burton se lance sur un autre court-métrage, toujours en noir et blanc, mais en prise de vue réelle cette fois, Frankenweenie. Sur une durée de 30 minutes, ce petit film rend hommage au classique de la Universal, Frankenstein de James Whale, avec un petit garçon à la place de Victor Frankenstein et son petit chien en guise de créature ramenée à la vie. Et puis, tout s'enchaîne très vite. Tim Burton quitte la Disney Company, il signe un contrat chez Warner et se retrouve aux commandes de son premier film, Pee-wee Big Adventure, et enchaîne sur Beetlejuice. Le réalisateur est toujours accompagné de son ami Rick Hendricks, qui supervise les effets visuels et devient même décorateur. Burton rencontre également sur ces 2 films le compositeur Danny Elfman, le leader de Oingo Boingo, le groupe New Wave très populaire que le réalisateur aime beaucoup. L'entente entre les 2 hommes est idyllique et deviendra bientôt légendaire. Mais surtout, ces 2 succès au box-office consécutifs permettent à Elfman de faire décoller sa carrière de compositeur de musique de film et à Tim Burton d'accéder à l'adaptation gigantesque de Batman à la campagne marketing sans précédent. Un succès planétaire qui rapporte 413 millions de dollars dans les salles du monde entier. Même s'il est un peu éclipsé par le très bel album de Prince qui se vend par millions, le score de Danny Elfman sur Batman est lui aussi très remarqué. 1990. Alors qu'il sent qu'il gagne du pouvoir à Hollywood, Burton se met en tête de réaliser des films plus personnels. Il signe d'ailleurs son nouveau film chez la 20th Century Fox, le très beau Édouard aux mains d'argent. Un film coécrit avec la romancière Caroline Thompson, dont on va bientôt reparler, et qui vient de signer également l'adaptation de la série télé La famille Addams pour Barry Sonnenfeld. L'entente entre Burton et Caroline Thompson est très bonne. Leurs 2 univers se complètent parfaitement et durant la production du film, Caroline et le compositeur Danny Elfman tombent même amoureux l'un de l'autre. Et puis Burton retourne un jour chez Disney, qui détient les droits du projet Nightmare Before Christmas, pour savoir s'il pourrait enfin le faire décoller. La bonne nouvelle, c'est qu'en quelques années, Disney a évolué grâce au succès de Oliver et compagnie et surtout de La Petite Sirène. Plus sereine, avec une équipe renouvelée, la compagnie aux grandes oreilles est plus ouverte aux projets sortant des sentiers battus et aux réalisateurs confirmés et bankable. Eureka! Cette année, c'est nous qui allons célébrer Noël! Et cette fois, ça marche.
Disney alloue à Tim Burton un budget de 18 millions de dollars pour le projet. Alors ça paraît beaucoup comme ça de prime abord, mais à titre de comparaison, La Petite Sirène en a coûté 40, La Belle et la Bête 25 et Le Roi Lion en coûtera carrément 79. La mauvaise nouvelle, c'est que contractuellement, Burton est lié à la Warner pour signer la suite de Batman, Batman Returns, dont j'ai consacré un express entier sur la fabrication et qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Outre Batman le défi, Burton est déjà en pourparlers pour son film suivant avec Touchstone Pictures, la filiale de Disney, pour son biopic centré sur le réalisateur de série Z, Ed Wood. Et Burton sait qu'un long métrage en stop motion est un travail titanesque qui exige une patience hors pair car le projet prendra 2 à 3 ans. Et c'est bien sûr totalement incompatible avec son planning prévisionnel. Et il lui faut donc déléguer la réalisation à quelqu'un d'autre. Quelqu'un digne de confiance. Quelqu'un de monstrueusement doué. Et il repense alors à Henry Selick, son compagnon de fortune sur Rox et Rookie. Je savais combien il était doué. Et il me semblait vraiment être le bon choix. Je me sentais très à l'aise avec Henry, en partie parce que je le connaissais et parce qu'on était amis. Je ne sentais pas le besoin ou le désir d'être co-réalisateur, parce qu'en gros j'étais à l'aise avec le matériel et je me sentais en de très bonnes mains avec Henry comme réalisateur. Tout comme Burton, Henry Selick est resté également chez Disney jusqu'au milieu des années 80. Il travaille ensuite sur le Roger Rabbit de Robert Zemeckis comme intervalliste et surtout il réalise des pubs en animation, en particulier pour la chaîne musicale MTV. C'est un amoureux de l'animation européenne, il aime également l'animation expérimentale et tout comme Burton, il adore également le travail de Ray Harryhausen, le magicien de la stop motion responsable des effets spéciaux du 7e voyage de Simbad ou encore de Jason et les Argonautes. Le 7e voyage de Simbad est la 8e merveille de l'écran. Tim Burton envoie donc Rick Hendricks à San Francisco, situé à 600 km au nord de Burbank, où travaille Selick pour lui parler du projet. Selick est en train de finaliser pour le compte de MTV le pilote de Slow Bob in the Lower Dimensions. Il s'agit d'une série écrite, produite et réalisée par Selick lui-même et qui intègre plusieurs types d'animation. C'est un beau projet, mais évidemment, Henry Selick accepte sur le champ cette offre inespérée de Tim Burton et Rick Hendricks et laisse donc tomber sa série, dont il ne reste aujourd'hui plus que le pilote, qui est visible sur YouTube. Pour ne pas perdre de temps, la mise en chantier de la production se fait à San Francisco. Henry Selick réunit ses proches collaborateurs et fait également venir des animateurs chevronnés venus d'Angleterre. Il débauche aussi certains artistes de chez Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux fondée par George Lucas pour le tout premier Star Wars. Finalement, ce sont 120 personnes embauchées pour ce projet qui s'annonce hors norme. Et tout ce petit monde arrive en juillet 1991 et se met déjà au travail car le début du tournage est calé au 1er octobre de la même année. Les personnages et les décors commencent à être construits sous la supervision d'Henry Selick et de Rick Hendricks. Tim Burton, lui, est en tournage à Burbank sur Batman le défi depuis le 6 juin et les prises de vue ne se termineront que le 20 février 1992. Autant dire qu'il ne peut pas être présent durant cette phase. Mais Tim Burton est bien décidé à faire de The Nightmare Before Christmas une comédie musicale et il aimerait surtout que Danny Elfman en signe la bande originale. Elfman commence alors à travailler sur les chansons du film en même temps que la préparation de Batman le défi. La particularité ici, c'est que ces chansons doivent impérativement être intégrées dans l'histoire. On a décidé de ne pas aborder ça comme une comédie musicale, où les gens parlent beaucoup et soudain se mettent à chanter et ça arrête l'histoire. On voulait que ça soit plus comme l'opéra de Katsu, ou comme une opérette, où il y a un dialogue autour de la musique et des chansons qui fait avancer l'histoire. Car il y a une bonne quantité de chansons. Dans l'autre genre de comédie musicale, vous avez quelques chansons, et ça s'arrête de temps à autre, et les gens commencent à chanter. Et aussi parce que c'est de l'animation pour moi, c'est musical. Et un ping-pong artistique démarre entre les deux artistes. Tim Burton propose régulièrement des croquis de personnages et de situations qui servent d'inspiration à Elfman, et le temps que celui-ci propose une musique et des paroles, Burton revient à la charge avec de nouveaux dessins. C'est durant cette phase de travail qui se déroule chez Caroline Thompson à Burbank que les personnages de la jeune Sally et Oogie Boogie sont créés. Le père sans En moins de 3 mois, Tim Burton et Danny Elfman obtiennent ainsi les 2/3 des chansons du film. Pour Elfman, c'est un des travaux les plus faciles qu'il n'ait jamais fait, tant il y a des points en commun entre Jack Skellington et lui. Et moi, Jack, l'épouvantail,
j'avoue me lasser de la même bataille. Les chansons sont progressivement envoyées à San Francisco pour que l'équipe d'Henry Selick fasse des storyboards, une espèce de bande dessinée préparatoire qui permet de visualiser tous les plans et les actions nécessaires au film. C'est Joe Ranft qui se charge du storyboard, un homme très important dans l'animation américaine, qu'on retrouve derrière les storyboards et parfois les scénarios de La Petite Sirène, de Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, et plus tard sur La Belle et la Bête, Le Roi Lion et les premiers films de Pixar. On le surnommera d'ailleurs le cœur de Pixar. Cette phase de storyboard est très longue et le travail est minutieux. Chaque détail est indiqué. Ce storyboard sert ensuite à fabriquer un animatic, une sorte de dessin animé crayonné grossier, puis les animateurs et les animatrices réalisent un premier test en animation stop motion calé sur le son préenregistré. Le résultat est analysé par Henry Selick, puis une deuxième version est réalisée, puis une troisième et parfois même une quatrième. Il faut quelquefois 10 jours pour aboutir à un seul plan validé. Il nous faudra un peu de patience, voilà tout. Vous savez bien que je ne veux pas être patiente. Henry Selick et Joe Ranft décident rapidement d'avoir des plans en mouvement et une mise en scène ample. Et ça, c'est une approche très ambitieuse car cela rajoute une complexité supplémentaire au tournage puisqu'en plus des personnages à animer image par image, la caméra elle-même devra bouger également image par image. Et c'est la technologie du pilotage par ordinateur de la caméra, appelée motion control, qui va permettre cette prouesse. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je? Mais il faut également adapter le poème et les chansons sous une forme cinématographique, un scénario. Et bien que Danny Elfman habite provisoirement chez Caroline Thompson, la scénariste d'Edouard aux mains d'argent, Tim Burton ne fait étrangement pas appel à Caroline pour le scénario de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il préfère confier cette tâche à son ami et romancier Michael McDowell qui a co-scénarisé Beetlejuice. Mais en coulisses, le scénariste se noie dans des problèmes de drogue dans laquelle il engloutit tout son salaire. Et au bout de plusieurs semaines, Michael McDowell panique en voyant la date d'échéance de livraison du scénario arriver alors qu'il a à peine travaillé dessus. McDowell effectue alors un travail assez sommaire, en reprenant les paroles de Danny Elfman et l'arc général de Tim Burton pour livrer tout de même un texte, puis il déclare forfait. Pourtant, la pré-production est déjà lancée et se repose sur ce scénario. C'est un cauchemar, c'est l'apocalypse. Le président de Disney, David Oberman, s'inquiète de la tournure que prennent les choses. Il contacte alors directement Caroline Thompson. Au bout du fil, Caroline a du mal à cacher qu'elle est déçue par le fait que Tim Burton ne lui ait pas proposé l'étrange Noël de Monsieur Jack en premier lieu. Et pourtant, elle avait fait un travail tout à fait remarquable sur Édouard aux mains d'argent, et comble de l'ironie, Danny Elfman travaille chez elle sur ce projet. C'est encore pire que je ne pensais. Bien pire. David insiste et Caroline ravale son amertume et accepte de reprendre le scénario de McDowell. Devant l'urgence de la situation, Caroline Thompson n'a pas beaucoup de temps. Elle se met donc directement au travail et sa porte d'entrée créative sur ce scénario, elle le trouve avec le personnage de Sally, encore sous-exploité en l'état. Quelques images me sont venues. L'une d'entre elles montrait Sally en train d'être cousue comme un personnage à la Frankenstein. J'ai donc eu cette image visuelle d'elle se jetant du balcon dans lequel elle avait été piégée par son créateur, un parent autoritaire. Sally tombe au sol, elle est indemne, mais les différentes parties de son corps sont allées partout et elle doit se recoudre à nouveau. Je me suis dit, oh, c'est cool comme idée ça. Et puis j'ai aussi une autre image, celle de Sally qui enlève sa jambe pour aguicher le croque-mitaine pendant qu'elle va libérer le Père Noël. Elle crée également le Dr Finkelstein et elle relie les chansons entre elles, donne du relief aux personnages tout en veillant à ce que les séquences qu'elle rajoute ne soient pas redondantes avec les chansons. Elle n'a qu'une semaine pour proposer une première version, mais c'est une version qui plaît tout de suite à Tim Burton et Henry Selick. Une reine l'entraîne au ciel quand les enfants dorment et il porte sa grotte dans ses bras énormes. C'est là tout ce qu'ils m'ont raconté. Il faut à présent enregistrer les voix. Danny Elfman se sent vraiment proche de Jack. Il demande alors à Burton de faire la voix du personnage. Évidemment, Burton accepte, mais uniquement pour les moments chantés. Et c'est le comédien Chris Sarandon, qu'on a vu dans Vampire, vous avez dit Vampire, qui prête sa voix pour les dialogues traditionnels de Jack. Sandy Claus, in person. What a pleasure to meet you. What
Why, you have hands. You don't have claws at all. Derrière la voix de la frêle Sally se cache la pétillante Catherine O'Hara, qui a joué la belle-mère de Winona Ryder dans Beetlejuice et qui vient d'interpréter la mère de Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion. Never to become, for I am not the one. Pour le rôle du Père Noël, c'est Vincent Price qui est choisi. Mais ce dernier, qui vit très mal le décès de sa compagne, apporte trop de gravité dans le ton de la voix du personnage. Alors en cours de production, la voix de Vincent Price sera finalement remplacée par celle du comédien Edward Ivory. What have we here? Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. C'est le chanteur et comédien noir américain Ken Page, rompu aux comédies musicales à Broadway comme Cats et The Wiz, qui interprète Oogie Boogie, un personnage inspiré par le chanteur de jazz Cab Calloway et sa voix dans le cartoon de Betty Boop datant de 1933. Folks, I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there, she's stressed out on a long white table. À San Francisco, tout le monde travaille d'arrache-pied. Au fil de la production, 230 décors sont créés et répartis sur 19 studios en même temps. En termes de direction artistique, il y a 3 mondes à opposer visuellement. L'univers d'Halloween est inspiré de l'expressionnisme allemand. Il est plutôt macabre, en noir et blanc avec des réaux orangés. L'image est désaturée et les décors sont des châteaux hantés et des cimetières plongés dans une semi-obscurité. Pour le design, on demande aux concepteurs droitiers de travailler avec leur main gauche pour que les lignes soient tremblantes, pas toujours précises et que l'ensemble ait l'air étrange, penché et déséquilibré. En revanche, le monde de Noël, lui, est inspiré par les récits du Dr Seuss et du Grinch, et cet univers est donc coloré, tout en rondeur et chaleureux. Et enfin, le monde réel, pour les enfants qui reçoivent les cadeaux, tout est simple, clair, aligné, et donc l'équipe choisit un monde en perspective isométrique. Frère, t'es super, t'as mis en plein dans le mille. Notons aussi qu'il y a une séquence qui implique Oogie Boogie et le Père Noël qui est astucieusement filmé en lumière noire, ce qui lui confère une ambiance colorée particulière. Je suis Monsieur Oogie Boogie, par contre, toi tu n'es plus rien. L'image du film est signée Peter Kozachik, un chef opérateur spécialisé dans l'animation. C'est un proche collaborateur d'Henry Selick, responsable de la photo de la plupart de ses pubs, ainsi que la série avortée Slow Bob in the Lower Dimensions. L'idée ici, c'est de ne pas obtenir le traditionnel éclairage à 2 points qu'on retrouve souvent en animation, mais au contraire d'avoir une lumière plus complexe qu'on retrouverait sur un film live. L'équipe décide également que les effets du film, le brouillard, les flammes, l'eau, doivent être majoritairement des effets réalisés en direct. Les nuages sont par exemple en coton, certains effets pyrotechniques sont parfois filmés et projetés sur le décor ou sur des vitres, mais on retrouve quand même quelques animations classiques. Et au niveau des personnages, 227 marionnettes sont fabriquées, avec des armatures en métal, des têtes et des visages amovibles. Les armatures les plus sophistiquées sont si coûteuses qu'elles sont réservées aux personnages principaux. À ce sujet, le design des personnages provoque quelques petits accrochages entre Selick et Burton. De son côté, Tim Burton désire des personnages filiformes avec de toutes petites chevilles. Mais pour Henry Selick, cela pose un problème technique avant tout. Ces petites attaches rendent le maintien des marionnettes trop compliqué à gérer. Les deux hommes trouvent alors des compromis, comme celui de rajouter des chaussettes à Sally, et Burton accepte cette idée mais impose que les chaussettes soient rayées. À part cette divergence de point de vue, le travail entre Burton et Selick se déroule à merveille. Toujours à propos du design, le costume de Jack est prévu pour être tout noir. Mais le personnage se retrouve souvent sur des arrière-plans noirs et risque donc de s'y confondre. L'équipe décide alors de placer des fines rayures blanches sur le costume pour permettre à Jack de se détacher des arrière-plans sombres. Tim Burton tient également à ce que le personnage de Jack n'ait aucun œil, seulement des orbites noires.
Sans doute une résultante de son trauma à animer des yeux de renard sur Rox et Rocky. Mais Disney n'est pas du tout convaincu par cette idée. C'est vrai qu'en animation, l'émotion passe souvent au travers du regard, des micro-mouvements, des reflets dans les yeux. L'équipe se lance alors dans une série de tests très poussés afin de démontrer que Jack puisse montrer toute la palette d'émotions nécessaires uniquement à travers son corps, sa gestuelle, sa bouche et ses sourcils. Des tests qui poussent les animateurs à se surpasser et des efforts qui sont payants puisqu'ils réussissent à convaincre Disney de la viabilité de cette option et aussi qui vont hisser également le film final encore plus haut. Comme quoi un peu de résistance de la part d'une production permet souvent aux artistes de se dépasser. On ne peut pas juste faire bouger la marionnette. On ne peut pas juste la remuer pour qu'elle soit vivante. La différence entre faire bouger quelque chose et donner vie à un personnage est immense. Et c'est le plus grand défi de l'animateur en volume. Le design est donc validé, et pour traduire toute l'étendue des expressions de Jack nécessaires au récit, l'équipe fabrique 400 têtes différentes. Oh look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why that looks so unique. Inspired! The gathering around to hear his story, roasting chestnuts on a fire. What's this? La toute première séquence à être tournée, c'est la séquence What's This?, la découverte de Jack de l'univers de Noël. C'est cette séquence qui donne le ton du projet et affiche les énormes ambitions du projet. Rick Hendricks, véritable cheville ouvrière de Burton, est impliqué sur le tournage de Batman le Défi en semaine et consacre aussi ses week-ends à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et c'est Rick Hendricks aussi qui a sculpté le Oogie Boogie, imposant et très difficile à manipuler, comme s'en souvient Tim Burton. Rick Hendricks est la seule personne au monde qui aurait pu sculpter le Oogie Boogie final. Tom Saint-Armand et son équipe ont construit cette armature extrêmement coriace, et il nous fallait les animateurs les plus forts pour le déplacer. C'était comme lutter contre un alligator. Il était dur à pousser et il y a là beaucoup de caoutchouc. Si vous aviez vu un animateur travailler sur Oogie, transpirer et lutter physiquement contre ça, vous n'auriez pas imaginé que quelque chose d'aussi élégant et merveilleux en ressortirait. Pour que le tournage ne s'éternise pas sur un trop grand nombre d'années, Selig supervise le travail de 16 ou 17 équipes en parallèle. Il faut bien comprendre que la production s'étale sur plus de 2 ans, et donc les petits ajustements sur le scénario, sur les dialogues, les musiques, les animations sont quasiment constantes. Même si l'équipe est composée de gens particulièrement talentueux, personne n'a jamais travaillé sur un projet d'une telle envergure, puisque cela n'existe tout simplement pas. La narration du film demande parfois des plans de 15-20 secondes, là où un film d'animation classique implique rarement des plans de plus de 4 secondes. Et sur un film de 1h20, il faut que l'image soit la plus fluide possible, qu'il y ait le moins de saccades. Et un tout nouvel instrument aide largement l'équipe, le frame grabber. Je crois que vous ne comprenez pas, laissez-moi vous expliquer ça. Il s'agit d'un système de mesure des mouvements des marionnettes. Il permet de cumuler ces mêmes mouvements, d'un plan à l'autre, par l'intermédiaire d'un logiciel vidéo qui numérise en un instant le plan qui vient d'être réalisé. Le frame grabber peut stocker 10 images à la suite et les visualiser immédiatement. Les animateurs peuvent se rendre tout de suite compte de la qualité de l'animation du mouvement et refaire le plan en cas de problème. Grâce à cet appareil, adieu les petits sursauts et les mouvements saccadés. Pas d'affolement, écoutez bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. N'oublions pas que le film est tourné en 35 mm. Durant la production, il devient évident que le budget de 18 millions de dollars ne sera pas totalement suffisant. Un certain nombre de séquences sont alors sur la sellette, mais les dirigeants de Disney sont enthousiastes sur les scènes déjà en boîte et ils injectent alors 6 millions de dollars supplémentaires pour parachever le film. De son côté, Danny Elfman peaufine les chansons mais aussi la bande originale pendant des mois et des mois. Un travail qui au final lui aussi s'étale sur plus de 2 ans. Ce qui est difficile dans une partition de comédie musicale, c'est qu'elle est souvent issue d'une chanson, et donc elle doit s'en dissocier avec élégance. Le plus important, c'est de créer ce qui va aboutir à une autre chanson. Et cela doit donc annoncer par petites touches ce qui est sur le point d'arriver. Je composais donc la musique après chaque chanson, préparant la scène suivante. Le voilà composant et me disant « Dans 1 minute, la prochaine chanson va commencer. » Je devais donc commencer à donner des petits indices musicaux. Lorsque le film est enfin terminé, une projection test est organisée.
mais celle-ci n'est pas très encourageante, comme le rappelle Danny Elfman. Disney a appris lors de cette projection test qu'il n'y avait pas de public cible pour ce film et que les enfants le détestaient. Tout le merchandising a été retiré. Ils ont tenté de réorienter le marketing du film pour un public adulte car ils ne savaient pas comment le vendre. La projection était un désastre et c'était inattendu pour eux. Comme ils ne savaient pas quoi faire, ils l'ont juste retiré. Il est mort plutôt rapidement. Et j'ai été très déprimé par tout ça. Finalement, même s'il devait au départ être un Disney Classics, L'étrange Noël de Monsieur Jack est distribué sous la filiale Touchstone Pictures, le label de Disney créé en 1984 avec le film Splash. La première de The Nightmare Before Christmas a lieu à New York le 9 octobre 1993 et sort ensuite dans les salles américaines le 29 octobre suivant. Il termine sa carrière autour des 50 millions de dollars sur le territoire, bien loin derrière les 217 millions réalisés par Aladdin, le précédent classique Disney. Il sort un an plus tard dans le reste du monde et notamment le 7 décembre 1994 en France où il attire 703 000 entrées, ce qui est plutôt pas mal. Mais même s'il est rentable, le film est considéré comme un succès modeste ou un petit échec. La raison est à chercher au niveau du marketing, l'air du temps qui n'était peut-être pas encore propice à recevoir ce film. C'est pourtant un carton en VHS et L'étrange Noël de Monsieur Jack devient culte avec le temps. Le film ressort dans les années 2000, en particulier dans une version 3D stéréoscopique, et il est clairement inscrit aujourd'hui dans la pop culture et très présent en termes de marketing et souvent cité dans les incontournables de l'animation. Le film revient de très loin, comme le rappelle Danny Elfman. Il a eu le droit à une seconde vie, ce qui est très rare. Ça n'arrive jamais pour les films. À part Le Magicien d'Oz, bien sûr le Rocky Horror Picture Show, ou Donnie Darko peut-être. Mais c'est extrêmement rare qu'un film revive après son exploitation. Mais ça a été une belle surprise. Dans l'esprit du public, L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film de Tim Burton. Mais qu'en pense le vrai réalisateur du film, Henry Selick ? Concrètement, il n'y aurait jamais eu de film sans Tim Burton. Il n'aurait jamais existé. Et c'est le pouvoir qu'il a eu après le premier Batman qui lui a permis de lancer le projet sans aucune interférence avec le studio. Vous savez, c'est mon équipe et moi qui avons fabriqué ce film. Je veux dire qu'on a façonné l'histoire, on l'a entièrement storyboardé. On a juste fait attention à ce que le public se sente dans l'univers de Tim Burton. Mais Tim était à Los Angeles en train de faire 2 autres films. On lui a montré tout notre travail et il a tout simplement adoré ce qu'on faisait. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, j'aurais pu gagner un nombre de paris faits dans les bars à propos de qui a réalisé Monsieur Jack, car tout le monde disait Tim Burton. Et moi j'aurais pu dire « Non, c'est Henry Selick », j'aurais pu le prouver et empocher les $5. Mais avec le temps, surtout après avoir réalisé un film en mon nom propre et centré sur ma vision, Coraline, les gens ont commencé à comprendre. En tout cas, dans le milieu du cinéma d'animation. Mais tout va bien, c'est très bien. Par la suite, Henry Selick réalisera en 1996 James et la pêche géante, un autre film d'animation produit par Disney et Tim Burton. En 2001 sort Monkey Bone, un film déjanté qui mélange animation et prise de vue réelle avec Brendan Fraser. En 2009, il propose surtout Coraline, un conte macabre, saisissant et flippant, adapté du roman de Neil Gaiman, que je vous conseille vivement. Il lui faut ensuite quasiment 13 ans pour réaliser un nouveau film, Wendell et Wild, pour le compte de Netflix. De son côté, Tim Burton retournera à l'animation une nouvelle fois en 2005 avec Les Noces funèbres, qu'il co-réalise avec Mike Johnson et co-écrit avec Caroline Thompson, entre autres. En 2012, il réalise une version long métrage de son court métrage Frankenweenie, mais en stop motion cette fois et en 3D stéréoscopique. On peut aussi signaler que le réalisateur a également mis en boîte 2 adaptations live des Disney Classics, Alice au Pays des Merveilles et Dumbo. L'étrange Noël de Monsieur Jack est trouvable sur tous les supports physiques et on peut facilement le découvrir ou le redécouvrir en VOD et SVOD. Pour les crabouiller, le verser dans une bouteille avant de la fermer.
Alors moi j'ai découvert le film le 8 décembre 1994 à Grenoble, au cinéma La Nef, avec Max. Et j'avais évidemment été conquis par le visuel du film, le personnage de Jack, de Sally, le décor, les décors, l'image, les chansons, le télescopage entre les fêtes d'Halloween et les fêtes de Noël, je trouvais ça génial. D'ailleurs, à mon souvenir, les fêtes d'Halloween sur les vitrines des magasins n'étaient pas aussi populaires que ça peut l'être maintenant. Hein. Là, il y a un vrai coup marketing aujourd'hui. Ça restait quand même une fête anglo-saxonne. On était, nous, plutôt sur la fête de la Toussaint qu'on ne fêtait pas vraiment dans les boutiques. C'était un peu moins pop, on va dire. Moi, la fête d'Halloween, c'était surtout le film de John Carpenter que j'avais en tête. Mais étrangement, c'est le scénario qui m'avait un peu laissé sur ma faim. Je trouvais que il manquait quelque chose. Je trouvais le film un peu court, et je trouve toujours qu'il est un peu court d'ailleurs. Et je l'avais trouvé peut-être un peu trop évident, sans trop réellement de surprise. D'ailleurs, dans mes recherches, je me suis rendu compte aussi que Henry Selick et Caroline Thompson ont un peu le sentiment que la fin est pas optimum sur le film. En tout cas, eux, ils n'ont pas d'idée de fin alternative, mais que ça les a toujours un peu chiffonnés. Mais je voulais revenir sur ce film que j'ai revu au fil des années, plusieurs fois, et qui me plaît de plus en plus en fait. Après chaque vision, il me plaît encore plus que la fois précédente, et aujourd'hui j'arrive à une étape de ma vie où je transmets certains films. Et justement, je trouvais que c'était intéressant pour conclure cet express, de donner un peu la parole à mes enfants. D'un côté ma fille aînée qui a bientôt 15 ans, et de l'autre côté mon fils cadet qui a 11 ans, à qui j'ai fait découvrir le film. Alors, à quel moment on a découvert le film ensemble ? J'ai découvert le film l'année dernière, on l'a regardé à Noël. Et comment vous l'avez trouvé ? Je trouvais le film pas mal, parce que en même temps c'est Halloween, donc ça fait peur, mais c'est festif en même temps avec Noël. Donc, je trouvais le contraste assez... J'aime bien le contraste, et c'est une bonne idée, de dire que le personnage qui représente Halloween essaye de se représenter en tant que personnage de Noël, donc je trouve ça pas mal. Et toi ? Et moi, j'aime bien l'histoire forcément, j'aime bien les musiques, et aussi surtout les personnages, notamment le personnage principal Jack. C'est mon personnage préféré, j'en ai d'autres, mais c'est surtout celui-là. Et quelle est votre chanson préférée ? Moi je retiens surtout la première, qui est l'entrée, quand on présente Halloween, on voit un peu tous les personnages de la ville, entre guillemets. J'aime bien aussi celle quand ils rentrent dans Christmas Town. J'aime bien la musique aussi. Et toi ? Bien sûr la première. Surtout la première. Est-ce que vous trouvez qu'il a vieilli ? Je pense que le film n'a pas vieilli, parce que je trouve que les designs sont pas mal, et j'aime toujours bien le film. Il n'a pas tant vieilli que ça, parce que quand même c'est de l'animation, donc l'animation elle vieillit pas vraiment. Mais je sais pas, le chien. Le chien par exemple, il pourrait être un peu plus... Si on refaisait le film maintenant, il pourrait être un peu plus... Moi je trouve qu'il est un peu trop blanc. Enfin je veux dire... Un peu trop transparent quoi. Non, il devrait être transparent, mais les couleurs devraient être refaites sur le chien. Enfin les couleurs devraient être plus pétantes, on va dire. Ah ouais. Et est-ce que le film, il a un gros défaut ? Il n'y a pas vraiment de défaut, mais le scénario pourrait être un peu plus complexe. Après, ça reste un film d'enfant, donc je sais qu'on ne peut pas faire des trucs hyper durs, complexes, je sais pas comment expliquer. Et voilà. Ouais. Et à votre avis, c'est quoi le thème du film ? Ça parle de quoi, au fond ? C'est peut-être pour dire que chacun a son rôle, entre guillemets. Ouais. Que une personne ne peut pas remplacer une autre si c'est pas la même chose, entre guillemets. C'est pas le même thème. Et oui, t'as raison, c'est quand même un film qui parle de rester soi-même, de pas essayer de devenir quelqu'un d'autre pour essayer de plaire ou de s'inventer une vie comme ça. Et c'est aussi un film qui parle de la tolérance, d'accepter aussi que d'autres peuvent être différents de nous. C'est plutôt un chouette message. Merci les enfants.
Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Happy Halloween et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Bonne nuit les petits. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.